Petite seconde. Un peu généreux celle-là. Ah bon, c'est pas grave. J'ai des choses à dire. Alors on peut. Salut YouTube. Avec la chasse qui grince en prime. Je suis Sébastien et aujourd'hui, je vais parler avec vous de quelque chose un peu différent, parce que je vais vous parler d'un film. J'ai aucune note, j'ai rien de préparé. Ça va être au fil de la pensée, un gros bordel. Bien sûr, spoiler complet pour le film en question. Vous êtes prévenus. Alors, le film en question, c'est Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, je crois que c'est en français. Honor Among Thieves, en anglais. Et pour faire simple, histoire de prendre tout le monde à contre-pied, et non, c'est pas parce que c'est hype de prendre tout le monde à contre-pied, j'ai simplement pas supporté ce film. Un peu comme Thor Ragnarok. Je parle même pas de Love and Thunder parce que je l'ai pas vu. Mais il y a un très bon parallèle entre ces deux films. C'est... Comment dire correctement. Le problème en fait, c'est que ces deux films ils suivent la formule Marvel déjà. On commence à la connaître la formule Marvel. Hein. Alors bon, dans celui-là, c'est un peu différent parce que à la différence d'une formule Marvel où chacun est un individu et on essaie de les rejoindre et ils se font pas confiance, le groupe éclate, ils se retrouvent à la fin pour éclater le méchant qui est traité d'un claquement de doigts et voilà. Ah, c'est un peu différent. Il y a une petite variation. C'est pas des individus, mais c'est plutôt deux groupes de deux, on va dire. Et même comme ça, c'est plutôt une paire et deux individus. Même si les deux individus en question ont une relation précédente dans l'histoire, qui est pas importante, qui est même sujet à beaucoup trop de blagues. Dans l'ensemble, c'est ça le problème, en fait, de ce film. Il y a trop de blagues, c'est trop d'humour. Il y a... C'est vraiment le problème, en fait. C'est 1 heure et demie de ce film. La première heure et demie, c'est tarte à la crème sur deux personnages, principalement un d'ailleurs. Le personnage principal masculin, incarné par Chris Pine. Oula, on va boire un coup. Et à côté, il y a le personnage principal féminin, incarné par... Oh, le blanc, Rodriguez. C'est marqué là parce que j'ai eu plus rien dans la tête. On va dire que c'est de sa faute. Et dans l'ensemble, c'est ça le problème du film. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ce film n'est pas nul. Il est même plutôt correct. Visuellement, j'ai rien à redire. C'est un très bon boulot. La photographie est belle. Les décors sont beaux et les effets spéciaux sont corrects. Les monstres que l'on voit dans Donjons et Dragons, de l'univers de Donjons et Dragons, pour les monstres les plus iconiques sont bien faits. Les autres, c'est plus discutable. L'histoire en elle-même, elle est simple, elle est efficace, elle marche bien. Le problème, en plus de fait que du barrage incessant de blagues humiliantes, parce qu'en fait c'est ça, hein, c'est l'humour est très basé sur l'humiliation de deux personnages, des deux personnages masculins. Bizarrement, les deux nanas, elles n'ont pas ce traitement-là. Ça aurait été toute l'équipe, j'aurais compris, parce que ça aurait fait genre une équipe de bras cassés qui essaie quelque chose et qui arrive malgré eux. Mais là, en fait, on a d'un côté les deux gars qui sont... Mais non, c'est le bard typique, hein. C'est la grande gueule. Il va se faire marcher dessus par à peu près tout le monde. Personne ne le prend au sérieux. Et en fait, il se fait battre à son propre jeu par le grand méchant de l'histoire. Enfin, non pas le grand méchant, mais par
Le premier... j'en perds le mot. J'en perds mes mots. Le premier antagoniste, incarné par Hugh Grant, parce que lui, c'est qu'une marionnette, hein, il y a un personnage au-dessus, qui est le vrai danger de l'histoire. Mais... Donc ce perso se fait battre à tout, même, et surtout ce qu'il est. Hein. C'est un beau parleur, c'est censé être la tronche du groupe, enfin dans le sens où c'est le social du groupe, c'est celui qui va réussir à convaincre, à manipuler, à mentir, et à présenter les choses. Et là, il y a quelqu'un qui est meilleur que lui à son propre jeu. Déjà de base, ça. Ensuite, toutes les actions qu'il va quasiment entreprendre dans le film, jusqu'à la dernière demi-heure, va finir constamment en tarte à la crème métaphorique en pleine tronche. Et donc, ce personnage n'est pas pris au sérieux par l'univers, par l'histoire et par le reste de son équipe. On suit plus ou moins la formule Marvel, donc à un moment on fait éclater le groupe pour une raison complètement idiote, mais parce qu'il faut que le groupe se sépare, ne serait-ce que 2 minutes, pour qu'il y ait l'occasion d'avoir le bon monologue, qui était quand même bien senti, donc bravo à Chris Pine pour... Je l'ai vu en VO. Bravo à Chris Pine pour un rendu correct pour ça. J'aurais pas été capable de faire mieux. J'aurais pas été capable du tout de faire ce qu'il a fait, donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Et disons que, en fait, c'est ça le problème. J'ai l'impression qu'il y a une moitié de l'équipe qui voulait faire Nullbuck, l'autre moitié qui voulait faire un jeu de rôle classique, une aventure classique. Les deux gars sont constamment les sujets, de leur façon, la chute de leur blague. C'est eux qui... Alors, est-ce que c'est le MJ qui en veut un peu à ces deux joueurs? Je sais pas. Ce serait très rigolo d'adapter cette histoire en filmer vraiment les joueurs derrière ce qu'on est en train de vivre. Parce qu'en fait, moi, j'aurais bien aimé voir ça. Ça aurait été très rigolo. On a fait un film Donjons et Dragons. Ce serait bien d'avoir, justement, les deux mondes. D'avoir les joueurs, le personnage. Et puis on fait même toute petite intrigue, la story B, qui prend même pas un quart du film sur IRL, et le reste, c'est que le film... c'est que l'aventure. Sans problème. Mais ça aurait été intéressant. Parce qu'on aurait pu avoir quelques interactions, quelques explications, quelques désamorçages, quelques préparations de choses qui pourraient arriver après. Donc ça aurait été intéressant d'avoir ces deux niveaux, parce qu'après tout, le jeu de rôle, c'est aussi ça, c'est ces deux niveaux. C'est le jeu, le méta-jeu, et c'est les joueurs, les personnages. Ça aurait été intéressant de voir ça, ils l'ont pas vu, parce que on reste dans le délire d'un film à la Thor Ragnarok, à la Thor Love and Thunder, à la Guardian of the Galaxy. On se moque de tout. Rien n'est important. Et puis voilà. Même les choses qui sont au cœur, il n'y a que normalement une chose qui va être importante par personnage. Et ça, ce sera jamais le sujet de moquerie. Mais tout le reste, alors de nouveau, hein, que les personnages masculins qui sont ouvertement moqués. Les deux personnages féminins, elles, sont des personnages que j'aurais bien aimé avoir une table, parce que la barbare... Alors c'est quand même une barbare qui devient jamais berserk. Faudra m'expliquer ça. Et l'autre, la druide, c'est plutôt une shapeshifter. C'est quelqu'un qui va être très axé sur le changement de forme, plutôt que le lien avec la nature. Je sais pas, c'est parce que c'est une tiefling, je sais pas. Et donc on a à côté le barde et le magicien, que je pense être plutôt un ensorceleur, un sorcier. Bref, quelqu'un qui a une vision plus innée de la magie, qui est pas un travailleur. Et déjà ça, entendre ça, c'est surprenant, parce que le magicien est censé être... Enfin, l'ensorceleur est censé être le descendant direct d'Elminster. Alors, Elminster, généralement, il ressemble à ça. Dans le film, il ressemble à ça. Il s'est fait Netflix. Pour aucune raison que je vois, à part... quota. Voilà. Il faut être moderne, après tout. Voilà, faut accepter. Faut accepter le fait que des gens de Wizard of the Coast et de Hasbro piétinent un univers qu'ils n'ont pas créé et qui est adoré par beaucoup de monde. Je vais pas mentir, je suis pas celui qui est un grand fan de ça, donc c'est pas à moi de m'énerver pour ça. Moi, je fais juste le constater. Et
l'autre problème que je vois, et qui est un excellent marqueur qui continue dans le point que les gars de Wizard of the Coast et d'Hasbro ne savent pas du tout manier cette licence, outre le fait qu'ils ont fait plein de conneries ces derniers temps sur Donjons et Dragons, le jeu en lui-même, dans la VF, dans la version française, et même si j'ai vu le film en VO, j'avais le droit à l'image et tout ça en VF, eh bien, le générique français, le générique final français de Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs, c'est un titre chanté par Mylène Farmer. Quand il a démarré, il y a beaucoup de réactions, enfin, même si personne n'a parlé, il y a eu un gros what the fuck dans le cinéma. Et une des personnes qui sortait, qui parlait anglais, donc, enfin bon, voilà, il demandait pourquoi est-ce qu'il y avait une chanteuse d'électropop à la fin d'un film Donjons et Dragons. Et oui, c'est tout à fait une bonne question. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu l'idée de mettre une chanteuse d'électropop, dont tout le monde à peu près s'en fout, qui est disparue des radars médiatiques depuis tellement longtemps? Mais ça montre bien que ouais, ça plaira aux Français, c'est une star française qui doit probablement un peu marcher à l'international. Et puis ben, on va leur mettre, ils seront contents les Français. C'est pareil, joueurs du grenier, donc Fred et Seb, les gars qui ont fait les voix en VF, ok, c'est bien. Bon, tant mieux, ça leur a fait un chèque, hein, s'ils peuvent prendre de l'argent à Hasbro, ils ont raison. Mais pareil quoi, what the fuck, c'est comme tous les caméos français, des youtubeurs franco-français dans les films, qui les rend pas sérieux, mais bon, en tout cas pas à mes yeux. Ils seraient plus sérieux en continuant leur métier et en continuant à faire le très bon boulot qu'ils font, que de faire juste là le guignol durant un petit rôle parlé de 2 minutes et puis basta quoi. Enfin bon, passons. C'est pas là la discussion. Le problème de ce film, donc comme je disais, je reviens à ça, c'est cette moquerie constante en fait. C'est vraiment ça qui moi m'a tué dans le film. C'est dès que le personnage de Chris Pine tente quelque chose, splatch. Tarte à la crème fini. Le personnage de donc le descendant d'un ministère, et lui c'est un paillasson vivant quoi. Il se fait marcher dessus tout du long. Le mec ne maîtrise la magie que quand il est dans une situation où il ne pense pas, il ne réfléchit pas. Encore ça je comprends, c'est un concept intéressant justement que un descendant d'un ministère se retrouve à faire qui a une approche de la magie qui est beaucoup plus intuitive et non pas apprise, non pas étudiée. Ça peut être intéressant. Mais le problème, c'est que derrière, le personnage, il a aucun charisme. Il a rien, quoi. C'est un paillasson. D'un bout à l'autre du film, c'est un paillasson. Il n'y a que dans le dernier quart d'heure où le mec, il retrouve sa colonne vertébrale et il arrive un peu à jouer un héros. Alors oui, c'est tout son arc narratif, mais baisser d'un cran, enfin bon, voilà, on est dans un film. Et surtout l'histoire, elle se veut épique, quoi. C'est un groupe de mages hyper dangereux qui essaye de relever une armée de morts-vivants sur une des grandes villes de la Côte des Épées. Voilà. Il y a des enjeux monstrueux, et de l'autre côté, les enjeux de chaque personnage sont beaucoup plus petits, plus simples, mais tellement plus parlants. Il y en a un, il veut s'affirmer, il veut enfin pouvoir vivre pour lui-même. L'autre, il veut pouvoir enfin faire quelque chose pour sa fille sans que ça rate et que ce soit elle qui paye les pots cassés. Les deux autres... le personnage de Michelle Rodriguez, la barbare... elle a même, enfin, elle a le même problème que Chris Pine, le personnage de Chris Pine, dans le sens où il faut qu'elle lâche prise sur quelque chose de son passé, parce que ça la bouffe, ça la détruit. Et ça a détruit beaucoup de choses dans sa vie. Mais en fait, à aucun moment, il y a une progression sur son personnage. À aucun moment, du moins pour moi, c'est comme ça que je l'ai vu, elle n'a vraiment laissé tomber ça.
Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la fin, elle va refaire les mêmes conneries. Elle retombe pour le même type de gars. Elle a clairement un genre, d'ailleurs. Et puis, c'est un genre qui est fait pour vraiment faire la grosse blague. La grande barbare qui craque sur les petits elflings. Voilà. C'est un classique. Hein. De toute façon, le personnage de Michel Rodriguez, c'est un personnage qui, s'il avait été un mec, on aurait crié au stéréotype complet d'un bout à l'autre. Il se bourre la gueule, il rend sa femme triste, c'est pour ça qu'elle le quitte, c'est un gros rageux, c'est un gars qui a été complètement bouffé par le fait que son clan l'a banni parce que justement il était tombé amoureux d'une mauvaise personne, enfin hors du clan. Et cette rage, ça a détruit la relation. Donc, voilà, c'est un personnage qui est hyper courant, quoi. C'est hyper commun, c'est un poncif monstrueux. Pareil, la belle gueule qui se fait battre à son propre jeu par un ami proche. C'est classique. Enfin, l'histoire est de toute façon relativement classique, et de toute façon, on vient pas voir un film Donjons et Dragons pour une histoire innovante. On y vient pour voir le spectacle. Le spectacle, il est là. Ça, c'est déjà le bon truc. Hein. Vous allez en voir des boules de feu, vous allez en voir des beaux effets spéciaux et des créatures fantasy. Fantastiques, je devrais dire. Et donc, de ce côté-là, le contrat est rempli. Il y avait moins de belles images. La musique était à peu près correcte, aussi. Donc voilà. Donc oui, pour en revenir à ce qui nous intéresse, le film, pour moi en tout cas, et je devais être le seul dans la salle, mais bon, j'ai déjà vu sur YouTube 2-3 autres avis du même genre, donc je pense que déjà ça fait du bien de pas se savoir seul, mais aussi que il y a aussi des avis divergents, et de toute façon, ces avis sont suffisamment divergents et suffisamment répandus pour savoir que par exemple le film ne fait pas du tout les chiffres attendus. Ça marche pas du tout pour Donjons et Dragons. Le film, je parle. Et aussi pour le jeu de rôle, mais passons. En plus, ils ont fait la connerie, pour ceux qui suivent un peu les box-office, de se frotter à Mario. Mario qui est en train de péter un carton de tous les diables. Qui est toujours pas, à l'heure où j'enregistre, sorti au Japon. Et, à mon avis, c'est un film qui va nous passer le milliard relativement peinard. Il est pas loin là, je crois, il est à 800 millions. Enfin bon, quelque chose dans ces eaux-là. Et je pense vraiment que entre ces deux-là, vu qu'ils ont eu l'idée de le sortir prêt, on va les comparer. La grosse différence entre les deux, c'est que, justement, dans Mario, même si on est sur une histoire d'origine, Mario, dès le début, est compétent. Alors, il est un peu trop compétent, et son frère Luigi est le comique. Et pareil, le comique de service, c'est lui qui va prendre les claques dans la gueule. Ils ont le bon ton de le garder assez bas, le volume, de ce côté-là. Donc voilà. Alors que justement, en face Donjons et Dragons, c'est tarte sur tarte sur tarte sur tarte, et le personnage n'a jamais le temps de se relever, qu'il en a déjà une autre qui vole droit vers sa gueule. Et c'est pour ça que moi, la moitié de l'équipe de ces héros, j'ai jamais pu la prendre au sérieux. Mais pas dans le sens underdog, c'est quelqu'un qu'on va sous-estimer. Non, c'est juste qu'on peut pas le prendre au sérieux, ce mec est une blague. Et si c'était pas pour la dernière demi-heure, où il a le droit un tout petit peu de briller, d'être le héros, de faire, au niveau émotionnel, ça avait bien marché, en tout cas avec moi, c'est le père qui fait le plus gros sacrifice qu'il puisse faire pour rendre sa fille heureuse. Je pense que ça risque de parler, et encore moi je suis pas parent, pas d'enfant, mais moi ça a réussi à me toucher, alors j'ose même pas imaginer ce que ça a dû représenter pour certains parents, pour certains pères, parce que ça c'était clairement l'image du père pour sa fille, père pour son enfant. Et donc ça c'était très sympa. Le problème c'est que
pourquoi ils ont gardé ça sur ce dernier tiers, ce dernier quart de film, peut-être même cinquième, je sais pas, j'ai pas fait gaffe à la durée. Mais, enfin bon, voilà, c'est vraiment dommage. Ils auraient mis les conneries, la tarte à la crème et l'irrévérence à l'irrévérence à la Guardian of the Galaxy dans la première heure. Puis on commence à rendre les choses un tout petit peu plus sérieuses après la première heure. À partir du moment où ils foutent les pieds dans l'Underworld, en fait, au moment où ils croisent un personnage clé dans l'histoire. Alors, c'est aussi le paladin. Pour ceux qui auront vu le film, hein. Je me rappelle pas des noms des personnages parce que de toute façon leurs noms sont pas importants, c'est les archétypes qui parlent. Le paladin, c'est un NPC de MJ. C'est un NPC de MJ, ce personnage, il est parfait. Enfin non, il est pas parfait, c'est pas vrai, il est pas parfait. Mais c'est le seul personnage masculin, 1 heure après le début du film, qui a le droit d'être un héros. D'ailleurs, il est même... c'est même le stéréotype, c'est le boy scout. C'est un paladin, c'est normal. Mais là, c'est l'incarnation de Superman, ce mec, en fait. Il a quelques pouvoirs en moins, mais c'est ça. Il est bon, dans le sens alignement. Il est bon dans le sens compétence. Et il est bon dans le sens combat. Enfin bref, c'est vraiment un personnage... Un peu le MJ qui sort un perso pour dire, voilà mon gars, ça c'est ce que tu devrais être au niveau où t'es. Ce que tu pourrais être. Manque de peau parce que le MJ ne prend pas ses personnages au sérieux, en tout cas pas ses personnages masculins au sérieux, et ben il en a fait un Drax. Quelqu'un qui ne comprend pas le sarcasme et le second degré. Pourquoi ? Parce que Drax a bien marché dans Guardian of the Galaxy ? Probablement. D'ailleurs, c'est un truc dans ce film. Hein. Ça a bien marché ailleurs, on va le refaire ici. Et comme dit, Hasbro a essayé de reprendre beaucoup de choses des Marvel. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Ce personnage-là, il est là pour un donjon, on va dire, hein, enfin pour un dungeon crawl, et il s'en va après. Il leur permet de récupérer un des MacGuffin qui a fait tourner le film jusque-là. Après tout, on est dans un jeu de rôle. Les MacGuffin, c'est la base du truc, donc on va pas râler pour des MacGuffin. Hein. Je ne râle pas pour ça, bien au contraire. Mais, après, il s'en va. Bah alors, je comprends, puisque c'est un NPC, on pouvait pas le garder dans l'équipe. Mais c'est frustrant parce que justement, on a le héros exagéré, et à côté, on a le paillasson. Et au milieu, on a ces deux personnages féminins qui n'évoluent pas tout au long du film, qui ont le même niveau de compétence, la même morale, enfin tout. Il n'y a rien qui change sur ces personnages. Le seul truc qui change un peu, c'est qu'à la fin, il y en a une qui accepte de sortir avec le magot. Voilà. Ouhou. Quelle évolution. Enfin bon, voilà. Et c'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. C'est que ce film est complètement incohérent d'un bout à l'autre sur la progression de ces personnages. Parce qu'il y a toujours comme ça des différences de niveau qui sont impressionnantes d'un personnage à l'autre. Et je comprends pas... Enfin, alors, j'étais peut-être pas la cible. Hein, c'était peut-être pour le zoomer qui s'est mis à Donjons et Dragons, là, en 2019. Moi, je joue à Donjons et Dragons depuis la 3. Techniquement, même à D&D2, même si j'ai pas beaucoup joué. Mais bon, voilà, c'est... Pareil, je suis pas un gros nerd, je suis pas à fond dans le lore, je connais plus le système que le lore. Donc c'est pas moi qui vais m'offusquer des entorses qui ont été faites, même si, comme dit, les quelques entorses que moi j'ai vues m'ont déjà saoulé. J'imagine même pas quelqu'un qui connaît le lore, comment il doit être en train d'hurler. Je sais pas précisément quelles sont les classes de perso, comment ils ont été construits. Je serais très curieux de voir si un jour Wizard ose sortir une campagne où les personnages prétirés pour ce film, ce serait marrant. Mais on tomberait bien des nues parce que si le personnage masculin sont au-dessus du niveau 3, ils ont été vraiment très mal représentés.
Mais après, malgré les problèmes que moi j'ai avec ce film, parce que c'est des problèmes que moi j'ai, hein, comme dit, dans l'ensemble, si vous aimez les films d'action avec de l'humour basé sur l'humiliation, si vous aimez les films où il n'y a pas beaucoup de choses prises au sérieux, si vous aimez les films où qui suivent les poncifs modernes de la réalisation de films et aussi sur l'écriture, vous allez adorer. Si vous êtes quelqu'un d'un peu plus critique, qui est fan d'une époque un peu plus ancienne, vous allez, je pense, avoir des problèmes. Si le type d'humour ne colle pas, vous n'allez pas rentrer dans le film. Et c'est vraiment désespérant. Parce que pendant que j'ai regardé le film, j'ai vraiment cherché toutes les raisons que je pouvais trouver de l'aimer, ce film. Et il y avait des choses très sympas. Mais j'ai jamais pu rentrer dans le film. Jamais pu entrer dans le film au point où on arrive à... Ouais, là, c'est pas ce que je voulais voir, ou ça s'ensemble un peu bizarre, mais c'est pas grave, c'est un bon film, on continue. J'ai jamais pu arriver à ce niveau-là. Moi, j'ai toujours été, dès qu'il y avait un truc qui me saoulait, j'ai roulé des yeux, je soupirais, et j'attendais la prochaine déception. En gros, c'est ça. C'est d'entrée de jeu, dès que la première demi-heure était passée, j'étais dans cet état d'esprit et j'ai pas réussi à en sortir. Ce film m'a mis dedans et n'a rien fait pour m'en sortir. Donc voilà. Soyez prêts. Si ça fait partie des choses qui vous ennuient, ben, soyez prêts à savoir que vous allez vous faire chier pendant ce film. Non pas parce qu'il n'y a pas du spectacle, que c'est pas fun, mais parce que l'histoire ne permet pas à la moitié de l'équipe d'être des héros. L'histoire ne permet pas à la moitié de l'équipe de progresser, d'évoluer, d'avoir un arc. L'histoire ne permet pas aux méchants, au premier méchant, le premier antagoniste, le personnage de Hugh Grant, qui est d'ailleurs énorme. Hein. C'est un heel couard magistral. Je prends un terme un peu catch, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est un heel couard et il est vraiment génial. Je l'ai trouvé. Il est vraiment marrant à détester, ce mec. Il était vraiment très marrant. J'ai vraiment apprécié. Le méchant évident qui est à côté, j'espère que c'est évident, parce que si c'est censé être un twist, il est complètement téléphoné et c'est qu'ils prendraient en plus leur public pour des cons finis. Mais voilà, mais dans l'ensemble c'est ça, dans l'ensemble c'est assez prévisible, c'est un bon spectacle. Si je devais lui donner une note, ce serait un 6 ou un 7 sur 10, c'est moyen. C'est moyen, mais positif. C'est le film qui, quand on le sort, on a déjà commencé à l'oublier. Il n'y a rien d'exceptionnel, en fait. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne suis pas foutu de me rappeler des noms des personnages. C'est pour ça que je ne suis pas foutu de me rappeler précisément de l'histoire. Je sais juste les événements, enfin les séquences qui m'ont saoulé. C'est les seules qui sont restées dans ma tête. Le reste, c'est parti. Ah si, autre point positif, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je le répète rapidement, c'est beau. C'est très beau. C'est bien filmé. Les effets spéciaux sont sympas. Le bestiaire est sympa. Ah. En tout cas, les créatures hyper célèbres de Donjons et Dragons sont très bien représentées. C'est vraiment fun. Par contre, les combats. Les combats sont hollywoodiens. C'est classique, ça marche bien. Il n'y a que le dernier combat, qui est vraiment un combat de Donjons et Dragons, où tout le monde sur le boss. Et c'est vraiment tout le monde qui essaie de taper en même temps, c'est le bordel, c'est génial, et les autres combats auraient dû être comme ça. Mais non, parce que dans les combats précédents, les personnages masculins n'avaient pas le droit d'être des héros et de tenter des choses au potentiel héroïque. Ils devaient rester la blague. Par exemple, le premier vrai gros combat, qui est vraiment impressionnant, c'est à un moment où la barbare, excusez-moi, et le bar sont sur le point de se faire exécuter. La barbare arrive à déceler une dalle du sol et commence à casser la gueule à tous les gardes qui sont là. Et pendant ce temps-là, que fait le barde ? Il essaie de se libérer
en frottant ses liens qu'il a autour des poignets sur le bord d'une marche. Alors qu'à côté de lui, autour de lui, c'est le chaos complet, et que la barbare a déjà au moins mis par terre 3 gardes, qui étaient tous au moins armés d'une épée. Est-ce que c'est censé représenter la débilité de certains joueurs qui sont... J'ai trouvé une solution débile, je vais courir avec, et je vais pas la lâcher, même s'il y a des trucs plus efficaces, parce que c'est la seule que je vois, parce que je veux la faire, parce que c'est cool dans ma tête? Peut-être, je sais pas. C'est pour ça que je dis que j'aurais bien aimé avoir des coupures, où l'on voit les joueurs, pas les personnages. Parce que justement, ça aurait été très rigolo de voir le personnage en train de se libérer en frottant ses liens sur le tranchant, sur l'arête d'une marche pour se libérer, et t'as à côté le barbare, le joueur ou la joueuse du barbare qui va le regarder et lui dire « Mais t'es con ?» Mais non, c'est cool. Voilà. Ça aurait pu être sympa. Je pense que ça aurait... Et puis ça aurait pu... Ça aurait permis des breaks dans les tartes à la crème qui auraient été peut-être sympas. Enfin bon, voilà. Ça fait... Maintenant, je me suis enregistré pendant plus d'une demi-heure, je pense, même plus, à essayer de mettre toutes mes idées dehors pour que je puisse enfin me débarrasser de cette déception. Et pouvoir passer à autre chose, parce que c'est vraiment dommage. Mais en fait, c'est tout ce que fait tout ce que fait Wizard of the Coast et Hasbro avec Donjons et Dragons. C'est que des déceptions en ce moment. Donc c'est pas étonnant. Ils savent pas gérer cette licence. Je crois qu'ils savent plus qui ils ont en face d'eux comme public. Ils ont oublié ça. Eux, comme beaucoup de sociétés, ils sont bloqués sur Twitter et ils n'ont qu'une image déformée de la réalité par la lentille des réseaux sociaux. Et c'est vraiment dommage. S'ils prenaient le temps de regarder qui ils avaient comme joueurs, ils verraient peut-être mieux. Mais non. On reste bloqué sur les réseaux sociaux et on prend des décisions avec une fraction d'une fraction qui est très vocale. Alors que le jeu de rôle est un jeu qui accueille et qui regroupe beaucoup de monde. Et pas juste un type bien particulier. Enfin bon, voilà. Pour conclure, allez voir Mario. Beaucoup mieux. Vous passerez peut-être un meilleur moment. Et puis en plus, ça a été réalisé animé par une boîte française. Cocorico. Pour une fois que moi je dis ça, profitez-en. Parce que ça va être rare, ça. Bon, malgré tout. Merci beaucoup pour votre attention. Moi qui ventile mes frustrations depuis une bonne demi-heure. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera probablement sur jeu de rôle. Je répondrai à une question probablement. Plus simple à faire, plus rapide, parce que j'ai du mal à trouver de temps en ce moment. Comme vous pouvez le remarquer, je sors beaucoup moins de vidéos. En attendant cette prochaine vidéo, en tout cas, je vous dis à tous, à la prochaine, peace pal. Salut Pissamos, Seb du futur. Petit ajout rapide pour vous montrer que j'ai découvert les stat blocks des personnages du film, qui ne sont pas créés comme des PJ, mais comme des NPC qu'on peut croiser, et je vais tout de suite vous les montrer. On va commencer, excusez-moi, par Doric, la druide. Donc apparemment, tous les personnages, les PJ, donc les 4 héros de l'histoire, ce sont des persos qui sont, eux, CR5, Challenge Rating 5. Donc je suppose niveau 5. C'est un peu plus bas que ce que je pensais. C'est surprenant, mais c'est pas plus mal. Et ça confirme bien ce que je pensais avant. C'est-à-dire que, bon, effectivement, c'est une change-forme, mais par contre, foutage de gueule. Change shapes 5 fois par jour. Non. Juste non. Dans le film, elle a fait ses 5 changements de forme en même pas 2 minutes et la scène n'était pas finie. Donc, foutage de gueule. Donc, le perso de Chris Pine, Edgin Darvis, le barde, qui effectivement, il a son petit 18 de charisme comme je le pensais bien, qui est tout à fait correct dans sa construction, voilà.
Forge Fitzwilliam, c'est le méchant incarné par Hugh Grant, qui est lui un... Alors, ils ne le mettent pas, ils lui donnent pas de classe. Mais bon, de toute façon, c'est pas gênant. Olga Kilgore, donc c'est le personnage de Michel Rodriguez, qui est aussi, pareil, une barbare de niveau 5. Enfin, CR5, excusez-moi. Effectivement, c'est pas une barbare, en fait. Ça explique beaucoup de choses. Ok, autant pour moi. Elle ne peut pas devenir berserk, par contre, elle peut faire un putain de chokeslam. Simon Omar, le descendant direct de Elminster, qui est donc lui effectivement un sorcereur. Par contre, le seul truc où je suis pas d'accord, c'est le 17 de charisme. Le mec, il a le charisme je sais pas, une tranche de pain mouillé. Vraiment pas envie, il fait vraiment pas, enfin ça colle pas du tout avec le personnage tel qu'il est censé, tel qu'il est incarné et joué dans l'histoire. C'est pareil, les sorts qu'il a accès sont pas du tout, collent pas du tout. Enfin bon, voilà. Et après, Sophina, la grande méchante, elle c'est quand même un CR15. Un Wizard, tout à fait correct. Swarm of Meteor, c'est logique, c'est le gros sort qu'elle balance pendant le combat. Après, les autres sorts, ouais, ça se tient avec ce que j'ai vu. Et Xen Kiendar, qui est donc le paladin, qui est le PNJ de MJ. Et oui, bah, c'est un paladin, CR10, donc niveau 10, quelque chose comme ça. Voilà, quoi, c'est avec son multi-attaque, sa Dagger Sword. Ils n'ont pas rappelé le smite, mais bon, ça reste un truc de paladin. Donc c'est classique, c'est standard. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous montrer ça vite fait. Et puis, ben, merci pour votre attention. Bonne soirée et peace ball.